Nous disons bienvenue, chers experts, toutes les personnes qui sont des directeurs, des dirigeants, chefs d'équipe, superviseurs et tous ceux-là qui dirigent les gens, quels que soient les lieux, l'organisation, l'entreprise. Nous venons pour la 46e leçon, notre 46e leçon qui va porter sur les 15 aptitudes du don de gouverner, les 15 aptitudes et du don de diriger que nous allons développer dans une rapidité très accrue, tout simplement parce que nous sommes coincés par le désir de vous faire une synthèse. Et ces 15 aptitudes pour les dons de diriger, de gouverner, sont tirées de plusieurs ouvrages, de plusieurs lectures, bien sûr, que nous allons vous partager certains ici. Et si vous n'avez pas encore liké la vidéo, vous pouvez liker tout simplement pour que vous puissiez recevoir nos leçons tous les jours. Et ces leçons aussi qui peuvent être partagées dans nos groupes WhatsApp que nous avons créés, bien sûr, qu'on appelle les leçons de leadership. Mais sur notre chaîne YouTube que nous avons ici, vous y trouverez plusieurs autres leçons que vous allez voir en bas. Comme nous sommes à la 46e leçon, c'est qu'il y a d'autres qui ont précédé. Partagez, abonnez-vous et pourquoi pas aussi faire les likes, c'est-à-dire j'aime. Notre leçon est axée sur plusieurs ouvrages. Nous avons d'abord ici, nous vous présentons les leadership relationnels que vous avez ici, que vous voyez bien sûr. Vous avez ici les livres qu'on appelle L'art du leadership de Doug Howard Mills. Vous l'avez ici. Vous avez les livres ici que nous appelons L'art d'être chef de Gaston Courtois. L'art d'être chef, vous l'avez ici. Vous avez le manuel de gestion volume 1. Manuel de gestion volume 1 que nous avons ici d'Armand Dayan. Vous avez ici les aspects humains de l'organisation. Les aspects humains de l'organisation. C'est aussi un ouvrage qui est très important, qui a été publié par 4 auteurs, Jean-Louis Bergeron, Nicole Coté-Leguer, Jocelyne Jacques et Laurent Bélanguer. Vous avez ici les livres qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Gestion des ressources humaines, je vous les présente ici, vous l'avez et vous les voyez. C'est par Jean-Marie Peretti. Vous avez ici les documents qu'on appelle les dons de gouverner. Les dons de gouverner que vous avez ici, qui a été aussi produit par Doug Howard Mills. Vous avez ici avec nous le livre qu'on appelle le Management, l'essentiel des concepts et des pratiques. Stephen Robbins, David DeCenzo. C'est un grand livre très important de management pour ceux qui l'ont toujours exploité. Vous avez ici le livre qu'on appelle le fondement de la performance humaine. Le fondement de la performance humaine que nous avons de Robert Bosquet, ainsi que d'autres livres que nous avons avec nous, que nous avons pu exploiter pour essayer de vous fournir certaines leçons dedans que nous avons compilées pour vous amener cet ingrédient de cette leçon. D'abord, pourquoi nous disons les 15 aptitudes? Ce sont des qualités, ce sont des aptitudes, ce sont des capacités qu'on trouve dans l'individu, soit que ce sont des dons innés, soit que la personne a apprise, comme nous sommes en train de l'apprendre progressivement dans nos leçons, ou soit que la personne a appris une certaine science là-dessus, ou par l'expérience de la vie que la personne a pu acquérir ces capacités. Mais si nous parlons du don, de la science, de l'art que nous mélangeons dans notre leçon, l'essentiel c'est que nous nous rendrons ou nous nous rendions compte, ou nous nous rendrons compte que la personne qui possède ça peut mieux diriger où qu'elle soit. Je ne dis pas diriger dans le sens politique, mais j'essaie de dire dans le sens global. Diriger une église comme pasteur, évêque, responsable. Diriger un groupe, une association locale comme coordinateur, chef des ressources humaines, tout ça.
diriger une entreprise, une organisation étatique, para-étatique, privée, diriger une institution universitaire, scolaire, académique, des recherches. Donc, tout cela qui peuvent être des chefs, qui peuvent diriger les autres et bien sûr qui peuvent avoir une responsabilité d'être appelés dirigeants, leaders des autres. Donc, je dis bien que ce n'est pas limité au seul domaine politique, non, c'est vraiment très global, là où toute personne pourra se retrouver, qu'elle sache que si elle détient de ces 15 aptitudes, elle peut mieux diriger les gens et mieux les aider à atteindre les objectifs. Alors, commençons. Quelles sont ces 15 aptitudes qu'il faut avoir pour mieux diriger et arriver à être un bon dirigeant partout que vous soyez et que vous êtes capable de conduire les gens jusqu'à de bons objectifs. La première aptitude, c'est la capacité de décider, la bonne décision en temps réel. Les dirigeants, les gouvernants, les chefs, les leaders doivent apprendre à mieux décider. Il y a des décisions que vous prenez avec retard et qu'il est impossible de tout changer. Il y a des décisions que vous prenez très rapidement à la hâte alors que ce n'est pas le moment. Donc la bonne aptitude, c'est de savoir quand faut-il décider selon le temps, selon le moment et selon les besoins. Vous avez une leçon ici qui est l'art de décider. Je l'ai déjà expliqué. Si vous avez besoin, vous pouvez la parcourir sur cette chaîne. Donc, il est difficile d'être un bon dirigeant si vous ne décidez pas en temps réel. Il faut savoir décider quand il le faut. Tergiverser, douter, hésiter conduit à des dérapages ou des échecs ou des décisions de dernière minute. La deuxième aptitude, c'est que vous devez avoir du charisme de mieux rassembler et motiver les collaborateurs. Un leader, un dirigeant qui veut bien gouverner doit être capable de rassembler les gens autour de lui, c'est-à-dire motiver les gens à voir les choses telles que vous les voyez, les encourager, les amener à comprendre qu'il y a des objectifs à atteindre, tout en leur montrant que vous les aimez, vous vous intéressez à eux et que réellement, les gens que vous dirigez, chefs d'église, chefs d'entreprise, chefs de ceci, cela, que ces gens qui travaillent avec vous, vos équipes, comprennent que vous avez une attention particulière sur leurs problèmes, leurs situations, pour que quand ils fourniront les efforts, qu'ils sentent que vous-même comme dirigeant, vous avez une attention, vous les aimez, vous êtes de leur empathie. Donc, vous sentez qu'ils sont dans vous et que vous êtes dans eux, qu'ils sentent que non pas seulement que vous les poussez de fournir les efforts sans s'intéresser à eux, mais que plutôt vous êtes intéressé à tout ce qui les concerne et qu'ils sentent que eux aussi sont disponibles de vous fournir leurs efforts. Quand ils sont motivés, quand ils trouvent que vous ne les aimez pas, quand ils trouvent que vous ne vous intéressez pas à leur vie, il sera difficile de les rassembler autour de soi. Troisième aptitude, vous devez avoir la maîtrise de votre vision et de la mission. Savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre et comment y arriver. Parce que si vous ne savez pas la vision, qu'est-ce que vous voulez trouver? Vous voulez transformer quoi? Qu'est-ce que vous voulez obtenir à la fin de vos activités? Et comment y arriver? C'est-à-dire, quelles sont les choses que vous ferez, les activités, les stratégies, les méthodes, la mobilisation des ressources humaines pour atteindre ça? Vous aurez une vision, mais que vous n'atteindrez jamais. Et les gens vous diront, vous avez commencé une chose, mais vous n'avez pas pu l'atteindre. Donc, la meilleure façon qui est très nécessaire, c'est de vous rassurer que quand vous avez des gens sous votre direction, c'est qu'ils attendent de vous un quelqu'un qui sait quoi faire. Pas quelqu'un qui parle théoriquement. Non, quelqu'un qui dit, voilà, nous voulons trouver tel résultat, et si vous voulez que nous puissions l'atteindre, passons ici, faisons ceci, faisons ceci. Quelqu'un qui est très participatif, qui est engagé dans une affaire, qui ne parle pas étant assis à une seule place, mais qui descend et fait des choses au même moment que ceux qui travaillent avec elle. Quatrième chose,
vous devez avoir ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est se mettre dans la peau des autres. Quand ça ne tient pas, ne montrez pas que ça n'a pas tenu, mais sans leur montrer que vous êtes vraiment compatissant avec eux. Soyez quelqu'un qui regrette quand il faut regretter, qui est courageux quand il faut être courageux, mais qui ne s'adapte pas seulement aux réalités des échecs, mais qui sait aussi entrer dans les gens, comprendre qu'est-ce qu'ils pensent. Les gens fournissent les efforts, ils ont échoué. Vous leur dites, voilà, je comprends, comme vous, comme moi, on a échoué, c'est vrai. On n'a pas pu réaliser tel résultat, telle production pour cette année, mais je comprends. Nous étions des malades, il y avait ceci, cela, et nous voulons que tout aille mieux en commençant par notre bien-être. Donc, quand vous dirigez les gens, montrez du courage à prendre en possession les problèmes de vos dirigés. Qu'ils sentent que quand ils sont en difficulté, vous sentez leurs difficultés. Quand la situation ne va pas, qu'ils sentent que vous sentez la même situation qu'eux. Quand certains d'entre eux ont des problèmes et qu'ils vous les exposent, qu'ils sentent que vous prenez à cœur leurs problèmes. Parce que vous avez la capacité de diriger, mais lorsque les problèmes viennent sur le terrain ou viennent dans les équipes, vous n'êtes pas capable de faire quoi? Vous n'êtes pas capable de compatir avec vos gens. La cinquième, vous devez avoir l'esprit de réserve. L'esprit de réserve, c'est-à-dire quoi? La réserve dans ce que vous faites. Ne pas déborder à tout moment. Si nous voyons dans la Bible Joseph, quand il était en Égypte, en travaillant chez Pharaon, vous allez trouver que lorsque Joseph était en train de travailler, à un certain niveau, lorsque la femme voulait l'amener sur un mauvais chemin, Joseph avait dit quoi? Il avait pu dire que, écoutez madame, je suis ici, le chef m'a laissé tout sauf vous. Donc, un dirigeant doit avoir la notion de qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui n'est pas interdit. Vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez pas conduire une équipe et croire que tout vous est permis, mais tout ce qui vous est permis n'est pas permis aux autres. Ne débordez pas en disant je vais faire ceci parce que moi je suis chef, mais vous ne pouvez pas le faire. Limitez-vous à ce qui vous est autorisé. Ce qui ne vous est pas autorisé, ne le faites pas, tout simplement parce que s'il vous arrive d'avoir une équipe qui découvre que vous avez des débordements, une fois ils comprendront que vous voulez vous attribuer des faveurs que les autres n'ont pas, et après, rendez-vous compte que ces gens vont considérer que vous êtes quelqu'un qui veut seulement songer à votre propre intérêt, et après quoi, ces gens vont dire, voilà, notre chef est ici pour ses propres intérêts, mais quand il s'agit de nos problèmes, il ne s'inquiète pas. Donc, retenez une chose, la retenue. La retenue. Le respect des lois qui gèrent votre entreprise. Ne dites pas, je suis chef, moi je suis autorisé, en débordant même de vos limites pour dire, le chef est autorisé à faire tout. Il prend ça, il utilise ça par rapport à d'autres. Non. Ayez le courage de prendre des réserves. La cinquième, je vais dire, c'est la maîtrise du contexte et les défis. Que signifie la maîtrise du contexte et les défis? Vous travaillez dans un environnement qui est changeant, adaptez-vous au changement. Vous travaillez dans un environnement où il y a de la concurrence, étudiez vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour faire mieux, apprenez à faire mieux qu'eux. Vous êtes dans un environnement où la technologie est en avance, adaptez-vous à la technologie. Vous êtes dans un environnement où la communauté locale a une certaine culture, adaptez-vous à la culture du milieu, pour ne pas dire, nous venons, nous avons nos propres décisions, nous avons nos propres règlements, mais dites, ici, les gens n'aiment pas ça, c'est pourquoi quand nous serons en train de travailler aussi, adaptons-nous à la culture du milieu. La sixième chose, c'est d'être moins émotionnel. Il faut être moins émotionnel. Moins émotionnel veut dire quoi? Vous devez agir plus avec votre raison qu'avec votre émotion et votre cœur. Il arrivera des moments
où vous allez rencontrer des problèmes, bien sûr. Il arrivera des moments où vous allez rencontrer des défis qui vous pousseront à décider très rapidement sans avoir songé. Souvenez-vous qu'un bon chef ne décide pas sous émotion. La plupart des décisions que vous prenez sous émotion vous conduiront à des dérapages. La plupart des décisions que vous allez prendre sans avoir eu le temps de réfléchir vous conduiront à des regrets. Et la meilleure façon d'être moins émotionnel, c'est que lorsque vous trouvez des situations stressantes, des problèmes qui vous arrivent, je dis qu'il est très nécessaire de faire quoi? Il est très nécessaire de réfléchir d'abord avant d'agir, même si vous êtes sous émotion. Ce n'est pas parce que vous êtes en colère que vous allez décider. Ce n'est pas parce que vous êtes déçu par un individu que vous allez sanctionner toute une équipe. Ce n'est pas tout simplement parce que les gens vous ont critiqué que vous allez considérer que toutes les équipes sont mauvaises. Ce n'est pas tout simplement parce que vous venez d'avoir un échec que vous allez plier bagage et dire nous avons échoué, nous rentrons. Non. S'il vous plaît, la bonne façon, c'est de ne pas être trop émotionnel pour être emporté par vos émotions. Soyez très rationnel. L'histoire biblique retient qu'Hérode avait tué Jean tout simplement parce qu'il était sous émotion de la musique et de la danse de la jeune petite fille. Et quand il demande ce qu'on va donner à la fille dit qu'il faut demander à sa mère. Quand elle demande à sa mère, la mère demande la tête de Jean, sous émotion de vouloir satisfaire les gens, vouloir satisfaire la dame qu'il avait d'ailleurs enlevée de son frère. Voilà que ça conduit à la mort de Jean-Baptiste. N'allez pas sous émotion pour prendre des décisions si vous êtes un leader. La 7e chose est finie, nous allons à la 8e. Il faut savoir organiser vos équipes selon les capacités. La délégation du pouvoir selon les capacités. Un bon chef ne s'entoure pas de n'importe qui. Il ne s'entoure pas des gens parce que ce sont ses amis. Il ne s'entoure pas des gens parce que ce sont les gens qu'il aime. Il ne s'entoure pas des gens tout simplement parce que ce sont ses anciennes connaissances. Il y distribue les tâches selon les capacités. C'est-à-dire quoi? Qui peut faire quoi? Qui peut faire quoi selon quelle capacité qu'il détient? Un beau chef, un beau dirigeant, quelqu'un qui veut bien diriger, il a ce qu'on appelle maintenant à ce moment-là le discernement des capacités des gens. Vous devez avoir le discernement et l'intuition. Vous avez quelqu'un, il travaille avec vous, même s'il veut avoir un grand poste, si vous trouvez qu'il ne peut pas l'exécuter ou s'il ne peut pas exécuter bien ses tâches, ne lui donnez pas ce temps. Vous dites, écoutez bien, tu vas faire ça. Si vous trouvez que quelqu'un est meilleur pour une responsabilité, faites la promotion. Vous dites tel jouer tel poste, mais nous venons de le promouvoir à telle responsabilité. Parce que là, vous estimez que lorsque cette personne-là sera à cette place, elle pourra produire de bons résultats. Donc, voilà les tâches. Voilà. Ne prenez pas des flatteurs autour de vous. Voilà. Ne vous entourez pas des amis tout simplement parce qu'ils étaient avec vous, ça fait des années. Non. Prenez des gens que vous savez que même si la situation sera mauvaise, ils ou elles seront capables de tenir ferme. Et là, c'est ce que nous appelons maintenant la responsabilisation par capacité. De là, vous pouvez aussi préparer vos successeurs. De là, vous pouvez préparer aussi vos remplaçants. Les remplaçants, c'est-à-dire les gens qui peuvent faire des choses quand vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas éternel. Vous pouvez être empêché. Vous pouvez être malade. Vous pouvez être en voyage. Il ne faut pas que la machine s'arrête parce que vous êtes absent. Vous devez avoir des bonnes équipes, des personnes mieux préparées qui peuvent faire ce que vous faites quand même vous serez absent. C'est la préparation de la relève. C'est la préparation, le renforcement des capacités des successeurs, des remplaçants, la délégation des pouvoirs. La deuxième chose, c'est la capacité de gérer, la bonne gestion. Il y a plusieurs choses qu'un bon dirigeant doit apprendre à gérer. Il doit apprendre à gérer certaines choses. La gestion de quoi? Vous devez gérer les conflits. Quand les conflits naissent dans l'organisation, vous devez être capable de faire la médiation, de comprendre la source du problème. Plusieurs organisations se détruisent
traverse des grandes crises et ne subsiste pas jusqu'à la défaillite, tout simplement lorsque les petits conflits ont commencé à naître parmi les staffs, parmi les dirigeants, parmi les managers, celui qui détient la dernière responsabilité n'a pas pu gérer les conflits. Donc la gestion des conflits fait partie des bonnes aptitudes pour un dirigeant. La même gestion vient aussi être nécessaire pour la gestion des rumeurs. La gestion des rumeurs, la gestion des résistances, la gestion des relations, c'est une aptitude, une seule aptitude. Vous gérez les relations parce que quand les conflits viendront, vous savez ramener les bonnes relations à leur moment, à leur niveau de départ, à leur bon déroulement de travail. Gérer les rumeurs. Lorsqu'il y a des rumeurs dans l'organisation, vous allez trouver que dans certaines organisations, il y a des informations qui circulent, oh, il y a ceci, il y a cela, et ça passe, de couloir en couloir, de bureau en bureau. Vous devez savoir gérer des rumeurs. Quand il y a une réunion, vous donnez la précision. Il y a une rumeur qui a circulé dans cette semaine, il s'est circulé ça, mais voici la vérité. Vous coupez court aux rumeurs, parce que les rumeurs détruisent l'organisation. Bien sûr, il y a une leçon que j'ai développée sur le site ici, sur notre chaîne, là où j'ai développé la gestion des rumeurs. Vous pouvez la chercher ici, vous l'aurez. Les rumeurs sont des choses qu'il faut prendre avec trop de tact. N'oubliez pas que lorsque vous ne gérez pas les rumeurs, à un certain niveau, la rumeur finira par se transformer en une réalité. Si c'est une mauvaise rumeur, elle va décourager les gens, elle va démotiver les gens, alors qu'il aurait fallu commencer à apporter des précisions avant le temps. Eh bien, dans la gestion des résistances, vous allez avoir des gens qui peuvent résister, qui disent non, chef, ça, ce n'est pas bien. Qui peuvent vous dire non, 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 chef, leader, responsable, directeur, nous sommes contre cette décision. Ne vous emportez pas à la moindre résistance. Il y a des résistances qui peuvent sauver l'organisation. Il y a des résistances qui peuvent vous conduire à faire des aménagements dans l'entreprise, dans l'organisation qui seront nécessaires. Et là, vous dites non, écoutez, faisons la réunion. Expliquez-moi les bien fondés de votre refus de ceci. Expliquez-moi pourquoi vous estimez que nous ne pouvons pas faire ça, mais plutôt que nous devrions faire ça. Quand vous serez en train de les écouter, par votre discernement et intuition, vous pouvez vous aligner sur la bonne décision, que de combattre une résistance plutôt qui pouvait vous aider à mieux changer. Vous êtes un pasteur, les diacres vous disent non, pasteur, ça nous voyons que c'est mauvais. Ne dites pas je suis pasteur, je l'ai fait. Non, réunissez les gens, écoutez-les, et puis après, vous allez dire je comprends votre inquiétude, nous changeons telle chose. Vous êtes directeur d'une entreprise, les chefs de département vous disent non, chef, nous trouvons que votre décision ou bien cette façon de travailler n'est pas bonne, nous nous y opposons. Prenez réunion, prenez le temps. Organisez une rencontre et dites, écoutez, vous pouvez me dire de quoi il y a pour que nous puissions savoir comment gérer ça. C'est très important. Vous avez planifié quelque chose, il y a une opposition des exécutants, écoutez-les, qu'ils vous disent, non chef, c'est une mauvaise planification, parce que. Et après, vous pouvez changer. Si vous trouvez que la résistance n'est pas bonne, vous dites, voilà, vous avez refusé, mais voilà la raison. Justifiez que de sanctionner de façon arbitraire et autoritaire. Il y a aussi une leçon que j'ai donnée sur cette chaîne, là où j'ai dit, où j'ai expliqué la gestion des résistances. C'est toujours une autre leçon sur notre chaîne. Alors, vous devez être souple, c'est la 10e qualité, la souplesse. Qu'est-ce que la souplesse? Vous devez être souple d'apprendre. Un dirigeant, un responsable, un quelqu'un qui est manager, un chef ne doit pas être routinier. Vous devez être ouvert à la technologie. Vous devez être humble à reconnaître vos failles et apprendre des autres. Vous devez être quelqu'un qui est souple à tirer des leçons des problèmes que vous rencontrez. Ne dites pas, oh, ça fait des années, on fait comme ça, on ne change pas. Non, la technologie avance. Vous allez trouver des chefs qui n'ont pas de boîte mail. Vous trouvez d'autres qui n'ont pas de compte Twitter. Vous trouvez d'autres qui n'ont même pas de compte Facebook. Vous trouvez d'autres qui ont des téléphones sans WhatsApp. Vous trouvez d'autres qui n'ont même pas accès à l'Internet, qui ne savent même pas qu'il faut avoir même une boîte email. Donc,
Il est là, c'est comme s'il est dans l'Antiquité, c'est comme s'il y a des années, il a existé, il est obligé de vivre tel qu'il a vécu, alors que les moments changent avec le temps. Les moments changent et les circonstances changent avec les moments. Vous êtes responsable. Apprenez la technologie, tirez des leçons, reconnaissez qu'il faut apprendre, prenez courage de demander de l'aide de ceux qui connaissent. Tu peux être directeur, mais tu ne maîtrises pas l'Internet. Tu peux être directeur, mais tu ne maîtrises pas l'ordinateur comme vos IT. Ayez quand même une certaine notion qui vous permet d'être au moins adapté aux réalités de la technologie actuelle. Parce que si vous êtes chef et que vous êtes en retard dans la communication, en retard dans la technologie, je vous dis qu'il y a des choses qui vous échapperont côté gestion du personnel, côté gestion de votre organisation, de votre entreprise, parce qu'il y a maintenant des choses qu'on va dire que c'est dans la technologie que vous ne savez pas et qui vont vous dépasser. J'écris, donc j'écris, c'est crier à tous ceux-là qui sont des dirigeants, des organisations, des entreprises, de faire tout pour se rassurer au moins qu'ils sont en train de marcher avec la technologie. C'est très important. 14e aptitude, c'est le réalisme et le courage. Soyez courageux de dire non à certaines choses. Soyez courageux de dire j'engage ma responsabilité, même si c'est une mauvaise décision, c'est une décision impopulaire, mais elle va sauver l'organisation. Prenez le courage de dire aux agents que ça on fait, ça on ne fait pas parce que. Mais que cela soit de façon réaliste. C'est-à-dire, vous prêchez par l'exemple, vous anticipez les risques, vous voyez qu'il y a un problème devant, vous commencez à prendre des décisions avant que le problème n'arrive. C'est ce qu'on appelle maintenant le courage dans l'anticipation. Vous organisez des réunions en temps réel et vous faites les suivis et vous prenez courage de vous rassurer que toutes les recommandations qui ont été prises sont exécutées selon que vous les avez responsabilisées aux agents. Mais aussi, vous devez être quelqu'un qui, dans la prise de décisions courageuses, doit se rassurer qu'il est dans les normes de la légalité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pars directement à ce que nous appelons la 12e aptitude. La 12e aptitude, c'est quoi? La notion de la légalité. Vous devez avoir la notion de la légalité. La notion de la légalité, c'est-à-dire quoi? Capable de connaître qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. Qu'est-ce qui est autorisé par l'entreprise, l'organisation, les lois du pays, la constitution, les directives, les procédures internes de l'organisation. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Vous travaillez dans une organisation, dans une association, vous n'avez jamais lu les statuts, vous n'avez jamais lu les règlements d'ordre intérieur, vous n'avez jamais parcouru les manuels de procédure, vous ne savez même pas les manuels de déontologie de votre organisation, vous allez risquer de sanctionner ceux qui ne font pas sanctionner, et même lorsqu'il y aura des problèmes, vous allez commencer à demander aux gens de prendre des décisions pour vous tout simplement parce que vous ignorez les textes. Prenez le temps de lire les textes qui régissent votre organisation. Prenez le temps de connaître les lois, les règlements, les procédures internes. Prenez le temps de comprendre tout ce que nous appelons des procédures lorsqu'il y a eu violation. Quand est-ce qu'il faut faire la mise à pied? Quand est-ce qu'il faut faire la demande d'explication? Quand est-ce qu'il faut considérer les circonstances atténuantes lorsqu'un staff a mal fait et que je suis dans l'obligation de ne pas les sanctionner sur base des circonstances atténuantes? Que dit le Code du travail lorsqu'il y a telle violation? Ne laissez pas les ressources humaines s'en occuper toujours, parce qu'il y aura des décisions qui vous reviendront et dont vous êtes censé aussi avoir une notion de la légalité. Ne dites pas non, ça c'est pour les juristes, ça c'est pour les chargés des ressources humaines. Non, 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 s'il vous plaît. Prenez le temps de vérifier, prenez le temps d'analyser les textes qui régissent votre organisation, de sorte que vous soyez capable de dire, pour ça, je fais parce que la loi me l'autorise. La 13e chose, c'est la protection des faibles. Que signifie protéger les faibles?
la notion de protection des faibles. C'est une aptitude. Il y a des gens, quand ils travaillent dans des organisations, ils travaillent dans des entreprises, ils ne s'inquiètent pas des faibles qui y sont. Vous devez avoir un œil sur les faibles. Parce qu'il y a des maisons, il y a des entreprises, il y a des organisations, il y a des sociétés là où les plus forts dominent sur les faibles. Et les gens ne savent pas auprès de qui ils vont se réfugier. Il y a des organisations dans lesquelles le plus faible souffre parce qu'ils n'ont personne pour plaider pour eux. Et le plus grand chef ne sait même pas ce qui se passe dans la maison. C'est déjà une faille pour celui qui veut diriger. Vous êtes chef, rassurez-vous que vous avez ces choses que je vais citer dans la protection. Connaître comment on traite les gens côté salaire. Avoir les mécanismes de dénonciation et de plainte. La boîte à suggestions. Vous mettre une boîte là-bas, là où les gens vont déposer les lettres pour dénoncer tout ce qui se fait dans l'organisation. De là, vous avez la possibilité que même ceux-là qui sont maltraités peuvent déposer leurs doléances. La collecte des plaintes. Comment les femmes, les veuves, les femmes sont traitées dans l'organisation. Il y a des entreprises dans lesquelles les femmes souffrent, mais elles ne peuvent pas oser dire parce qu'on va les renvoyer. Ayez le temps de dire aux femmes de faire une organisation interne des femmes pour dire, vous toutes les femmes, organisez-vous à un syndicat féminin, de sorte que quand vous allez avoir des problèmes, que toutes les femmes viennent me voir ou qu'elles envoient leurs délégués pour me dire les problèmes que vous les femmes, vous êtes en train de rencontrer dans l'organisation. Comme ça permet à toutes les couches de s'exprimer. Vous devez avoir un œil sur les plus faibles en autorisant ce qu'on appelle les syndicats. Vous devez dire, organisez-vous en syndicat. Amenez-moi 2 personnes qui peuvent me dire tout ce que vous avez comme problème. Parce qu'il y a des moments où les gens ne vous trouveront pas comme chef, mais sitôt qu'ils vont avoir leurs délégués auprès de vous, qui viendront vous dire, chef, nous souffrons dans cette maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous prendrez des décisions. Mais que direz-vous de ces organisations dans lesquelles vous êtes syndicaliste, on vous chasse parce qu'on dit qu'on pense que vous allez parler pour les staffs. C'est déjà des organisations en danger. Et dans la même situation, ce sont des églises. Ayez une attention sur les orphelins, ayez une attention sur les veuves, ayez une attention sur les personnes de troisième âge. Là, parce que je suis en train de mélanger la direction gouvernée dans tous les secteurs. Parce que Paul aussi en a parlé du don des dirigés dans les livres de Corinthiens 12. Donc, ayez une attention sur ces groupes marginalisés. Il y a des groupes qui sont toujours marginalisés. Les pauvres, les veuves, les orphelins, les personnes de troisième âge, les personnes nouvellement engagées, qui n'ont pas encore maîtrisé. On risque de dire qu'elles ne savent rien alors qu'elles sont en train de s'adapter. J'ai donné précédemment la leçon dans laquelle j'avais expliqué comment aider les nouvelles employés à se positionner. Voilà. 14e chose, il faut avoir l'économie, dans le sens d'être économe, le sens de gestion, le sens de ne pas être quelqu'un qui gaspille. Un bon économe. Un bon économe. Un chef qui gaspille les fonds, qui ne voit même pas où sont les réserves. Un chef qui n'anticipe pas les problèmes futurs pour dire que nous ne devons pas avoir une caisse vide. Un chef qui ne regarde pas les problèmes qui peuvent surgir et si on n'a pas de moyens qu'on aille droit à la faillite, ne mérite pas d'être un bon chef. Un bon chef, c'est celui-là qui, dans la gestion, va encourager les activités génératrices de revenus. Un bon chef, c'est celui qui va veiller sur la caisse, c'est-à-dire ne pas être dans une organisation où on n'a rien pratiquement. Un bon chef, c'est celui qui aura la notion de la fourmi, c'est-à-dire comme dire, comme c'est dans la période de l'été, comment pouvons-nous anticiper l'hiver? Il se pourrait que nous avons des moyens aujourd'hui, mais demain nous n'en aurons pas. Que ferons-nous? Créons de nouveaux projets, cherchons de nouvelles ressources. Travaillons de plus pour que nous ayons un budget suffisant qui pourra nous permettre de faire face aux problèmes futurs. Un bon chef, c'est celui qui n'a pas de pulsions et des appétits pour se nourrir soi-même par des choses qu'il tire de l'organisation,
tout en laissant les staffs en famille, sans rien, et qui est là pour puiser pour soi-même, tout en faisant couler la caisse. C'est quelqu'un qui a la notion de la gestion par les moyens qu'on a en faisant de bonnes réserves. Vous allez me dire comment? Alors qu'on n'est pas comptable, qu'on n'est pas ceci. C'est question de tracer. La marge qu'on ne peut pas dépasser dans les investissements. La marge qu'on ne peut pas dépasser dans la gestion des ressources humaines. La marge qu'on ne peut pas dépasser si on se trouve dans, par exemple, des urgences. Et là, vous dites, ici, on ne peut pas dépasser. Parce que si vous êtes habitué à tout dépenser sans réserve, vous vous retrouverez un jour avec une organisation qui n'a rien. Et demain, quand les problèmes viendront, vous ne saurez pas les gérer. La 15e, c'est la foi, la conviction sur les valeurs socialement ou universelles qui sont dans la communauté. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas avoir une église. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien, vous pouvez avoir une autre foi, ça dépend. Mais il y a des valeurs quand même qui sont partagées par toutes les religions. Ce ne sont pas des valeurs de la foi chrétienne, mais ce sont des valeurs humaines que tout bon citoyen, tout bon chrétien, tout bon musulman, tout bon bouddhiste, qui qu'il soit, il est censé avoir. C'est par exemple l'optimisme. C'est par exemple l'humilité. C'est par exemple la douceur, parler en douceur. Ne pas être orgueilleux. C'est par exemple le respect de la diversité. Vous travaillez avec les gens, vous respectez toutes les cultures sans discrimination. Pas de tribalisme. Vous êtes blanc, respectez les noirs. Vous êtes noir, ne craignez pas les blancs. Pour dire, ces blancs sont arrivés ici, on ne veut pas les voir, ils sont venus nous coloniser. Comportez-vous en bon citoyen. Faites votre travail comme il faut. Il vous respectera pour ça. Pas de tribalisme. Oh, nous sommes de l'Est, ça, ce sont des gens de l'Ouest, nous sommes de telle tribu, les autres sont de telle ethnie. Vous allez ruiner l'organisation. La discrimination. Nous, on ne veut pas parler avec des femmes parce que, voilà, voilà. Non. Vous devez avoir des valeurs fondamentales, des valeurs, une éthique, une déontologie. Des choses que tout bon citoyen peut ne pas faire. Ne peut pas faire. Voler, violence sexuelle contre les femmes. Non. Les abus de pouvoir, parce que vous êtes chef, vous dominez tout le monde, vous chassez, vous tournez sur n'importe qui, vous injuriez les gens parce qu'ils craignent d'être renvoyés. Et là, ils se taisent pour dire, le chef risque de prendre des décisions contre moi, je m'étais. Non. Vous devez avoir quand même ce qu'on appelle des convictions, des morales communautaires, des valeurs universelles partagées par tout le monde, et pourquoi pas avoir une foi qui est bien fondée sur l'altruisme, la reconnaissance d'une personne. Parce que si vous êtes quelqu'un qui ne reconnaît même pas la valeur de l'individu, qui ne reconnaît même pas la valeur de ceux-là qui travaillent avec vous, je vous dis qu'à un certain niveau, les gens vont directement être découragés et finiront par vous abandonner. Donc, j'insiste sur les valeurs qu'une personne est censée avoir, l'honnêteté par exemple, pas être malhonnête, pas être hypocrite, l'humilité et le respect des autres et tout ce que vous avez comme valeur. Voilà, je termine et j'insiste, je dis, ce sont les 15 grandes valeurs qui regroupent tout ce que les bons chefs pourraient avoir. Je parlais du charisme, le rassemblement, la motivation, l'empathie, avoir des réserves, connaître la vision et la mission, la maîtrise du contexte et les défis, savoir vous travailler dans quel contexte, être moins émotionnel mais plus rationnel, intuitif, les critères de savoir comment mobiliser vos équipes et les motiver, la gestion des résistances, la gestion des rumeurs, la gestion des conflits, la souplesse dans l'apprentissage, ne pas rester routinier dans les anciennes choses que tu ne veux pas changer, s'adapter à la technologie. Je parlais du réalisme et le courage, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions, d'exécuter ce que vous dites, de prêcher par l'exemple et tout ça. Je parlais de la notion de la légalité et de l'opportunité. Savoir quand décider et savoir si votre décision est réellement
lié au temps. C'est le moment de décider. Est-ce que ce que je décide est réellement dans nos textes ou je commence d'inventer mes propres sanctions qui n'existent pas? Et j'ai parlé de la protection des faibles, la protection des couches faibles. Donc, une attention sur les vulnérables, une attention sur les personnes qui ne peuvent pas trouver comment exprimer leur désarroi par des mécanismes maintenant de dialogue, de feedback, mécanismes de gestion des plaintes et de dénonciation qui vous feront parvenir tous leurs problèmes. J'ai parlé d'être un bon économe. Un bon économe, c'est-à-dire avoir la notion de comment gérer les entrées, les sorties, les investissements, la rémunération, la conservation des réserves, l'anticipation des risques financiers, ainsi de suite. Et ce que j'ai fini avec, c'était la foi, c'est-à-dire la conservation des valeurs universelles qui sont partagées par toutes les religions, c'est-à-dire que tout bon citoyen, tout bon chrétien, tout bon musulman est censé avoir. Et là, vous direz que vous êtes un bon citoyen, capable de satisfaire les gens dans tout ce que vous avez comme qualité, parce que vous avez de bonnes valeurs. Merci beaucoup pour la leçon. Elle a été un peu longue, mais on n'en peut rien parce qu'avec 15 qualités, ce n'est pas facile. Et là, nous faisons même la synthèse de plusieurs leçons. Comme vous avez vu que nous vous avons présenté même plus de 5 livres pour dire que nous avons fait la synthèse de plusieurs documents et nous vous demandons de liker, de partager ou de poser des questions parce que notre numéro WhatsApp est sur ce site WhatsApp, ce site plutôt YouTube, et nous avons la joie de vous dire que nous préparons aussi la 47e leçon qui sera bientôt ici. Donc, si vous êtes abonné, vous allez directement recevoir la leçon. Merci beaucoup et à bientôt. Nous vous disons, soyez le bienvenu dans la prochaine leçon. Bye bye.